Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Faut-il enseigner la langue de l'islam pour lutter contre l'islamisme? Le ministre de l'Éducation nationale propose d'étendre l'apprentissage de l'arabe à l'école. L'arabe, une langue comme les autres? Le droit des femmes serait en danger dans la Sarthe, il faudrait faire 45 km pour avorter. Pour les journalistes de quotidien, c'est un scandale provoqué par la clause de conscience des médecins. Clause de conscience qu'il faudrait donc supprimer. 5 ans après, l'affaire Clément Méric refait surface à travers le procès des accusés. Au tribunal comme dans les médias, l'émotion prend le pas sur les faits. C'est la sanctification de Clément Méric, le martyr mort pour ses idées. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Lundi 10 septembre, c'est le passage du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, au micro de Bourdin. L'annonce va faire choc puisqu'il va avouer, il va dire qu'il veut étendre l'apprentissage de l'arabe à l'école. Pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire et qui doit être appris pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine ou d'origine de pays de langue arabe. Et donc, c'est toute cette stratégie qualitative vis-à-vis de la langue arabe que nous allons mener. Nous allons aussi questionner la façon dont l'arabe s'apprend aujourd'hui dans des structures dédiées avec les dérives communautaristes que vous venez de dire. Et donc, c'est cette vision d'ensemble que nous allons avoir. L'apprentissage de l'anglais, ça peut être l'apprentissage de l'arabe en CP. Ah ben bien sûr, toutes les langues. Oui, alors il y a effectivement l'essentiel qu'il faut retenir de ce passage, c'est que M. Blanquer veut donner à l'enseignement de l'arabe du prestige et qu'il l'envisage dès l'école primaire. Pourtant, dès l'école primaire, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà beaucoup de mal avec le français, donc faut-il enseigner l'arabe? Ça, c'est une question. Mais en tout cas, ça semble être la volonté de Blanquer. Évidemment, dans les médias, c'est le passage des anciens ministres de l'Éducation nationale, parmi lesquels, évidemment, l'inénarrable Jack Lang. Est-ce qu'il faut vraiment faciliter l'apprentissage de l'arabe à l'école? Ma réponse est oui. Pourquoi oui? D'ailleurs, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je l'ai assuré du cours préparatoire aux universités. C'est un emballement sur les réseaux sociaux, c'est un emballement dans les médias, et l'opinion va titrer « Les propos du ministre de l'Éducation nationale ont été largement déformés. Il n'a jamais voulu rendre obligatoire l'apprentissage de l'arabe au primaire. » Alors ça, c'est intéressant parce qu'on critique les réseaux sociaux en leur prêtant des propos qui n'ont pas été dominants sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce qui a été focalisé sur les réseaux sociaux, c'est l'aspect enseignement de l'arabe dès le primaire, et non pas effectivement dans le supérieur, où il a toujours été enseigné comme une langue parmi d'autres. Mais il n'y a pas eu particulièrement d'intervention sur le caractère obligatoire, qui n'apparaît d'ailleurs pas dans le propos du ministre. Donc là, on déforme la vision de la critique des réseaux sociaux pour mieux la critiquer. C'est très fréquent dans les grands médias. Dans les faits, en fait, l'enseignement de l'arabe à l'école, c'est quand même une espèce de serpent de mer. Non seulement c'est pas nouveau, mais en plus, tous les 3 mois, même tous les 6 mois, à chaque fois, on revoit des articles ressurgir à ce sujet-là. Je vais prendre un exemple. En fait, c'est un article du 27 mars 2018 de Normandie. Des cours d'arabe et de turc proposés à la rentrée dans les écoles primaires d'Évreux. Eh bien oui, c'est pas nouveau et on le sait, il y en a déjà dans les écoles. Pourtant, il y a quand même des problématiques qui se font, et justement, Jean-Yves, vous étiez en train de souligner ce fait, c'est l'apprentissage de la langue du pays, la langue française. Eh bien, c'est un article de Valeurs Actuelles, une enquête. Ces écoles où on ne parle plus français. Et voici un extrait. C'est que ces enfants qui sont tous français sont de moins en moins capables de comprendre notre langue. La confusion qui va se faire malgré tout dans les médias, et notamment au micro de Jean-Jacques Bourdin, c'est apprentissage de l'arabe pour lutter contre l'islamisme ou apprentissage de l'arabe comme langue culturelle, comme langue répandue dans le monde. Eh bien, pour Bourdin, c'est uniquement culturel. Pardonnez-moi de vous dire que vous mélangez tout. Je vous parle de l'apprentissage de l'arabe à l'école, au collège ou au lycée. Je vous dis simplement qu'on apprend de moins en moins l'arabe. Vous voyez, contrairement à ce que vous dites. Dans nos écoles, on apprend de moins en moins l'arabe. L'arabe proposé non pas comme vecteur d'un prosélytisme quelconque, mais simplement comme langue. Comme langue, comme le russe, le chinois, je ne sais pas, moi, l'espagnol. Je pense qu'il y aurait d'autres... Oui, il y a d'ailleurs une contradiction dans cette histoire d'enseignement de l'arabe, parce que
Et il faudrait savoir, en tout cas, dans le primaire ou au collège, quel arabe on enseigne. Est-ce que c'est l'arabe littéraire, qui est une langue qui n'est guère parlée finalement par les Arabes des banlieues, qui parlent davantage des Arabes, des dialectes arabes, et donc il y a véritablement une question, est-ce que c'est une langue de culture ou est-ce que c'est une langue véhiculaire du quotidien? Ça n'est pas traité. Et c'est une question évidemment importante. Et cette ligne qu'aborde Bourdin en disant c'est l'arabe culturel en tout cas qu'on veut enseigner parce que c'est une langue importante, etc. Eh bien en fait, c'est un des rares d'ailleurs à la soutenir, etc. Qu'on ne se trompe pas, évidemment, le lien entre la religion et la langue arabe, le lien est fait, il est fait notamment sur BFM TV. Dans le même temps, l'enseignement de la langue arabe dans les mosquées et les écoles coraniques progresse. On estime que plus de 80 000 personnes apprennent l'arabe par ce biais. Dans ces établissements, l'enseignement de l'arabe et du Coran va souvent de pair. Et non seulement, en fait, ce lien est fait, mais il a été fait, puisque, comme je l'ai dit, cette question de l'arabe à l'école, c'est un serpent de mer. Dans l'Express, la langue arabe à l'école et les ignares. Et on voit ce sous-titre dans cet article. Quelle réponse à l'arabe des mosquées souterraines? Donc c'est ça la vraie préoccupation, c'est ça contrairement à ce que dit Jean-Jacques Bourdin en disant c'est une belle langue, etc., avec une riche culture. Non, c'est la question de la lutte contre l'islam et l'islam radical. Reste que, comme le souligne Luc Ferry, enseigner l'arabe à l'école, c'est risqué, extrêmement risqué. Pourquoi? Parce que l'éducation nationale n'a pas un contrôle total sur les gens qui l'enseignent. Hakim El Karoui dit que ça peut aider justement à anticiper un prosélytisme. Oui, je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense que parce qu'il faut, là encore, vous savez, l'éducation nationale a très peu de contrôle sur le recrutement, en vérité. Et donc, qui va enseigner? Comment est-ce qu'on contrôlera? Est-ce que ce sera une islamisation de l'éducation nationale? Est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre l'islamisation de la France? Je ne sais pas. Voilà, je pose la question, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais au fond, la thèse de Ferry, et je crois qu'il a raison, c'est que l'arabe à l'éducation nationale, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Hasard du calendrier, je ne crois pas. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, a annoncé sa volonté de faire de nouveau, rentrer un peu plus l'arabe à l'école. Et on a eu de manière concomitante la publication du rapport de l'Institut Montaigne sur notamment l'expansion du salafisme en France. Parmi ces propositions, il y avait évidemment l'arabe à l'école, mais il y a beaucoup d'autres constats. Ce que constate l'Institut Montaigne, c'est la présence extrêmement forte des salafistes sur les différents réseaux sociaux. Son nom ne vous dira sans doute rien. Pourtant, voici l'une des personnalités les plus influentes au monde. Mohamed Al-Arifi, théologien saoudien, plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter, le compte religieux le plus populaire au monde. Selon un rapport de l'Institut Montaigne, c'est un phénomène mondial, la toute-puissance des salafistes sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, parmi les idéologues les plus suivis, 5 sont des prédicateurs saoudiens. Sur Europe 1, on va retrouver plusieurs propositions de ce rapport Montaigne. Islam, ce que dit le rapport, qui veut réformer la deuxième religion de France. Parmi ces propositions, on peut retrouver la mise en place d'une taxe halal, la réorganisation des pèlerinages pour la Mecque, mais aussi la formation de cadres religieux, la construction, pourquoi pas, de certaines mosquées, la régulation des flux financiers, une meilleure formation des enseignants sur la question de la laïcité, relancer l'apprentissage de l'arabe à l'école, on l'a déjà dit, c'était la question principale de cette partie, mais aussi la promotion du discours républicain, notamment sur les réseaux sociaux, et évidemment une coopération beaucoup plus forte avec les pays du Maghreb et les pays du Golfe. Voilà, alors il n'y a absolument rien de nouveau dans tout ça. Ça fait 30 ans qu'on raconte les mêmes balivernes, y compris la promotion du discours républicain. Ça fait 30 ans qu'on le fait, ça n'imprègne pas, ça n'imprime pas. Et surtout, derrière toutes ces propositions, quelle est la logique? La logique, c'est qu'on se dit, on va prévenir l'islamisme en développant l'islam. Et l'islam utilise la crainte de l'islamisme pour obtenir de nouveaux avantages. Prenons un exemple. On a parlé à un moment
il y avait les mosquées souterraines. Alors, on disait, les mosquées souterraines, c'est grave parce qu'il s'y tient des discours qui ne sont pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a financé des mosquées cathédrales, des grandes mosquées. On constate que l'enseignement de la langue arabe, qui est la langue du Coran, progresse dans les mosquées, précisément, dans les écoles coraniques. On dit c'est un problème, eh bien, on va l'introduire à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'au fond, comment on traite le problème en aggravant le problème. Et en gros, ça fait 30 ans qu'on fait ça avec des rapports d'experts. Alors là, Karaoui, il est très, très intéressant, c'est un franco-tunisien qui a fait carrière dans les 3 R. Il a été chez Rothschild, il a été chez Raffarin et il a soutenu Royal à l'élection présidentielle de 2007. Est-ce que ça le qualifie pour avoir une opinion pertinente sur le sujet? C'est un peu la stratégie du cheval de Troie. On va faire rentrer toujours plus d'islam en France pour combattre l'islamisme. Ben, il suffit de regarder les résultats. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe. Plus on aide l'islam, plus l'islamisme se développe. Mais par contre, dans les médias, c'est toujours le même discours qui n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que les médias répètent ce discours-là. Et d'ailleurs, pour terminer en fait cette partie, et pour reprendre une coupure qui est d'ailleurs quand même assez représentative de ce qui s'est fait en fait cette semaine, c'est Midi Libre, fabrique de l'islamisme, l'éducation et le dialogue pour seul rempart. C'est un rempart qu'on utilise, un rempart, entre guillemets, un rempart qu'on utilise depuis 30 ou 40 ans. On voit le résultat. Il faudrait peut-être à un moment avoir un peu d'esprit critique vis-à-vis de tous ces pseudo-experts qui ne sont experts que parce qu'on les invite, parce qu'ils disent les choses que les médias attendent qu'ils disent. Qu'est-ce qu'un expert? C'est quelqu'un qui prend, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est quelqu'un qui prend un air savant pour défendre le point de vue le plus politiquement correct possible. Jean-Yves, passons au zapping des médias. On était en train de jouer à la pétanque avec des copains et on voit des gens qui commencent à courir de partout. Au début, on se dit c'est peut-être une embrouille générale. Et là, on entend des personnes nous dire attention, attention, le mec il a un couteau. Quand je l'ai vu, moi j'ai pris mes boules directement, j'ai couru vers lui. Et là, j'ai mes copains qui m'ont suivi. On le suivait, on le tapait de là jusqu'à l'impasse là-bas, la petite rue. Ce que l'on sait, c'est que le bilan aurait pu être bien plus important sans l'intervention très courageuse de certains témoins, des joueurs de boules qui se trouvaient à proximité, qui sont immédiatement intervenus, d'abord pour mettre l'homme en fuite, ensuite pour le maîtriser et enfin pour le désarmer. Que tout l'été, il y a eu une véritable épidémie d'agression au couteau. Que c'est pas la peine de cacher tout ça. Moi, j'ai entendu certaines radios extrêmement discrètes ce matin sur le sujet. Que effectivement, le problème des agressions par des migrants en Europe est un problème, qu'il ne s'agit pas non plus de le sous-estimer, qu'il crée des tensions extrêmement importantes avec les populations. Merci beaucoup, hein. Mais on sont pas pris, on t'aime trop aussi, hein. On sont pas pris là, on t'aime trop. Mais il faut régulariser la situation. Ah ben on traîne là, on traîne le faire là. Pas parce que Matteo Salvini est un méchant égoïste, non. C'est parce qu'il y a des règles et qu'elles doivent être respectées. Sa force, c'est de représenter la 3e puissance économique européenne avec 70% des Italiens qui le soutiennent. Désormais, son ambition est de créer une coalition européenne avec le soutien du Hongrois Orban et de ses alliés polonais, tchèques et slovaques, mais aussi de l'Autriche et de la Bulgarie où l'extrême droite participe au gouvernement. Quand on parle de racisme anti-blanc, ça me semble problématique. Alors, ça ne veut pas dire que les blancs ne sont pas exposés à des discriminations, à des injures raciales. L'animal homme n'a pas le droit de tuer les autres animaux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les animaux, pas hommes,
se tuent entre eux. Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? Je veux dire vraiment, c'est un vrai sujet. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir. Vous voyez jusqu'où on en arrive. Ça va le haut aujourd'hui. Je veux dire, là, vous allez. On est en train de vider la salle, là. On est parti dans un engrenage complètement. Mais c'était. On commence avec Un tournant de la vie, le nouveau et bref roman de Christine Angot chez Flammarion que je vais essayer de résumer de manière tout à fait impartiale. La narratrice qui écrit, ou plutôt qui peine à écrire, c'est un roman essentiellement dialogué. Vous en pensez quoi, Éric? Elle fait des progrès. C'est encore pire que d'habitude. Et là, tu as raison, les dialogues sont totalement indigents. Parce que ça ouvre une contradiction. Oui, non, mais c'est responsable. Les débats je suis dans votre raisonnement, mais votre raisonnement est absurde. Non, c'est pas des moqueries. Si. Les moqueries, les rires qu'on entend lorsqu'on aborde ces sujets, ça me fait vraiment... Je n'étais pas là, mais j'imagine qu'il y a dû avoir à peu près les mêmes lorsque Copernic essayait d'expliquer que le système solaire tel qu'on l'imaginait n'était pas du tout le système solaire dans sa réalité. Bref, donc Laurent... À sa naissance, Alexandre Benalla porte un tout autre prénom. Comme le prouve cette déclaration faite à l'état civil par son père, un professeur de chimie. Le 8 septembre 1991, 3h30, est né Marouane. Alexandre Benalla. Voici sa feuille de salaire, datée d'octobre 2017. Alexandre Benalla ne touchait pas 10 000 € comme cela a parfois été évoqué. Mais comme on le voit ici, 7 113 € bruts, ce qui correspond à un versement mensuel de 6 000 € net. Emmanuel Macron avait d'ailleurs ironisé sur ce montant présumé de 10 000 €. Regardez, la mairie de Paris a promis sur Twitter qu'en juillet 2019, on flânera sympa à la Chapelle. Alors évidemment, la formulation fait sourire pour quiconque connaît le quartier. Écoutez par exemple ces riverains. Comment dire? Ça fait rire. Ouais, premier truc, on rit. On se dit, bon, peut-être. Moi, je me suis fait insulter, agresser un certain nombre de fois. Alors, flâner sympa à la Chapelle sur... Pour les habitants du quartier de Stalingrad, dans le nord-est de Paris, c'est devenu un cauchemar. En bas de nombreux immeubles, des seringues usagées, des traces de sang et de nombreux déchets. Je trouve presque le jour l'escalier de l'entrée comme ça. Ils sont là tout le temps. Avant c'était la nuit, maintenant c'est même le matin, l'après-midi. IST, c'est infection sexuellement transmissible. D'accord. Autour de la table, des élèves de 3e et une militante du planning familial. Le stérilet ne rend pas stérile. C'est un moyen de contraception. Contraception, puberté, consentement. Forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels, oui, c'est un viol. Il y a un peu plus d'un an, Guillaume a commandé ce test sur Internet. Un kit ADN pour tenter d'en savoir plus sur ses origines. Ils ne répondent qu'à des questions de curiosité. Jadis, c'était l'horoscope, et maintenant, les tests génétiques remplacent l'horoscope. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques au couteau pendant tout l'été, comme c'est souligné dans ce zapping. C'est vrai qu'en l'occurrence, la dernière a été contrée par une contre-attaque aux boules, et on nous a montré les contre-attaquants qui viennent effectivement aussi des milieux de l'immigration, mais qui ont été réactifs et courageux. Donc bon, on les montre là, c'est pas... Bon... Ça sert bien à ce qu'on veut faire penser aux gens. Mais enfin, c'est un fait, il n'y a pas de raison de ne pas le montrer. Alors, ce que je trouve le plus terrible dans ce zapping, c'est les images, alors on entend plus ou moins bien les images de Macron à Marseille avec des clandestins. Il nous rejoue la séquence de Hollande discutant avec la clandestine Rome, Leonarda. Et donc, il a devant lui des gens qui sont des clandestins, qui sont des illégaux. Il ne leur dit pas « repartez » ou « nous allons vous reconduire à la frontière », ce qu'il devrait faire. Il leur dit « il faut régulariser la situation, faites-vous régulariser ». Voilà. Et je crois que là, Macron donne un peu son vrai visage. C'est pas le président des Français, c'est le président des autres. C'est le président... des milieux d'affaires internationaux d'un côté, c'est le président des milieux immigrés de l'autre. C'est le président des autres. Il a fait un grand écart quand même. Hein. C'est le grand écart, mais qui au milieu écrase toutes les couches moyennes de Français. Voilà. C'est pas le grand écart, c'est la superclasse mondiale d'un côté, les immigrés de l'autre,
et au milieu, pris en tenaille, l'immense majorité des Français. Alors, il y a la petite séquence de diabolisation de Salvini, avec les images du Ku Klux Klan, dont on demande ce qu'ils viennent faire pour parler de la situation en Europe, parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de Ku Klux Klan en Europe, et il a disparu aux États-Unis depuis quand même un certain nombre d'années. Alors, il y a une séquence assez drôle quand même, à la fin, parce qu'il faut tout de même un petit moment de détente dans ce zapping, c'est quand Émeric Caron, qui défend la cause végane maintenant, nous explique en gros qu'il faudrait apprendre aux lions à manger des salades. À mon avis, ça risque d'être difficile. Lui, Monsieur Caron, il arrive à nous vendre des salades, mais il va avoir beaucoup plus de mal à en vendre aux lions. En se prenant pour Copernic, c'est génial. Oui, bravo. L'avantage, en fait, finalement, d'avoir des thèses aussi absurdes, c'est que même Laurent Geoffrin s'est moqué d'Émeric Caron. Oui. Là, pour le coup, voir quand même ce plateau qui, plein de bon sens quand même, se dit, c'est vraiment absurde cette thèse, et qui se marre finalement devant Émeric Caron, c'est plaisant. Moi, j'ai passé un bon moment. Eh ben alors, j'espère que nos internautes qui nous regardent aussi. Eh bien, Jean-Yves, passons à la troisième partie, avortement, quotidien contre la liberté de conscience et de pensée. L'affaire est presque vieille, elle avait été révélée en juillet, le 19 juillet, par le Maine Lib Sarthe. Depuis janvier, l'hôpital de Bailleul ne pratique plus les avortements. Évidemment, la presse nationale avait repris cette information, on l'avait retrouvée dans pas mal de titres, et notamment sur France Info, clause de conscience, pénurie des médecins, comment un hôpital de la Sarthe a dû arrêter de pratiquer des avortements. L'affaire aurait pu en rester là, il se trouve que certains politiques ont été mêlés et évidemment, pendant la semaine, eh bien, c'était mardi soir, Quotidien s'est emparé de cette histoire. Le lancement est génial, c'est un scandale, c'est même hors la loi le fait qu'un hôpital ne pratique plus un avortement. Un hôpital où on ne peut pas se faire avorter, où le droit à l'IVG n'est pas public, où le droit à l'IVG n'est pas appliqué, donc on est allé vérifier par nous-mêmes. Alors personnellement, sur cette question-là, est-ce qu'un hôpital est obligé de pratiquer un avortement? J'ai pas mal cherché, j'ai pas réussi à trouver, malgré finalement j'ai quand même quelques connaissances en droit, j'ai pas réussi à trouver de réponse. Est-ce que c'est la continuité du service public? Est-ce que ça fait partie du service public? J'ai pas d'éléments de réponse en fait. Il me semble que tous les hôpitaux ne traitent pas c'est ça la question. Tous les traitements. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans un domaine, d'autres dans d'autres. Voilà. Des hôpitaux qui traitent absolument tous les sujets. Il faut une maternité, en tout cas, il faut une maternité pour qu'il y ait un centre d'IVG. Et est-ce que s'il y a une maternité, ils sont obligés par le service public de pratiquer l'IVG? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un doute. Je ne crois pas que les hôpitaux du service public, les hôpitaux publics, aient l'obligation d'avoir un centre d'IVG. L'équipe de Quotidien s'est rendue sur place et a envoyé une personne en caméra cachée pour demander s'il y avait la possibilité de faire un IVG. Donc ça se fait pas ici, c'est au Mans. Il faut donc parcourir 45 km jusqu'au Mans, parce qu'au Bailleul... On n'en fait plus de grossesse ici. Scandale, il faut parcourir 45 km pour faire un IVG. C'est un scandale. Et pourtant, si on prend un peu de la documentation, si on prend les articles que j'ai déjà cités, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, le Bailleul est au milieu d'un désert médical. Alors, cette carte fait apparaître qu'il y a un certain nombre d'endroits en France où il n'y a pas, non pas de centre d'IVG, mais il n'y a pas de maternité à moins de 45 minutes. À moins de 45 minutes. Bon, parce que c'est pas forcément facile de couvrir complètement tout le territoire, sachant qu'on peut quand même penser qu'il peut y avoir davantage d'urgence pour une naissance qui va se déclencher ou qui peut se déclencher de manière inopinée que pour un avortement qui est un acte programmé. Oui. Et donc, le fait de faire 45 km peut être potentiellement plus gênant s'agissant d'une naissance que d'un avortement. Mais apparemment, les naissances, ça n'intéresse pas les gens de Quotidien, donc c'est pas vraiment leur sujet. Mais tout de même, on a l'impression là, à voir leurs reportages qui sont dans une logique d'ubérisation de l'avortement. Pourquoi pas l'avortement à domicile? Ça a d'ailleurs existé
il y a très longtemps, ça présentait d'ailleurs beaucoup d'inconvénients, ça s'appelait les faiseuses d'or. Oui, ça s'est pas très bien passé en tout cas. Hein, Et alors le must dans cette histoire, c'est que c'est un scandale énorme en fait cette histoire, et pourtant l'hôpital va réouvrir fin septembre, le service pratiquant les IVG. Donc, si je compte bien, mardi, nous étions le 11 septembre. Fin septembre, le service rouvre, donc quotidien qui nous fait un scandale pour une petite quinzaine de jours, à 15 jours près. Absolument génial. Mais quotidien va aller encore plus loin, vous allez voir, puisque prenant des interviews de Marlène Schiappa qui dit « personne n'a été empêché de pratiquer un avortement », eh bien voilà, exception faite, faut être honnête, je vais aller à la défense de Marlène Schiappa, vous allez voir l'extrait. Et pour conclure, elle rajoute... Je rappelle qu'aucune femme n'a été empêchée d'avoir un accès à l'avortement et c'est la moindre des choses. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on a vu que Sonia, elle, n'a pas pu avoir accès à l'IVG dans cet hôpital du Bailleul. Mais quelle malhonnêteté, c'est scandaleux d'y dire ça. Oui, elle n'a pas pu avoir accès à un service d'IVG dans l'hôpital de Bailleul. Mais soyons honnêtes, 45 km, elle est venue en voiture, elle peut les faire. C'est scandaleux de dire ça, c'est absolument scandaleux. Et évidemment, la seule cause qui va être désignée autour de ça, c'est la clause de conscience des médecins. En 2017, donc on voit bien la différence. Cet hôpital n'est pas un cas isolé, on s'est renseigné. Et par exemple, l'hôpital de Fougères en Bretagne, on ne pratique plus d'IVG. Et en cause, encore une fois, c'est la clause de conscience. L'affaire va faire énormément de bruit puisque... Le journaliste va faire l'interview de Bertrand de Rochambeau, gynécologue et aussi président du syndicat des gynécologues. Obstétricien. Et alors, ça va être relayé sur les différents réseaux sociaux. Cette partie-là, exclusivement, va être relayée sur les différents réseaux sociaux et il va faire énormément de bruit. Je ne les fais plus. Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et quand vous dites retirer une vie à un enfant à naître n'est pas une vie au sens juridique, c'est pas un homicide de faire un IVG. Si, madame. Non, au sens du code pénal, c'est pas ça. C'est faux. Moi, en tant que médecin, je ne suis pas forcé d'avoir votre opinion. Et si je ne l'ai pas, la loi me protège. Je trouve qu'il y a un élément, les défenseurs de l'IVG, ou les promoteurs de l'IVG, l'ont justifié lors du vote de la loi Veil par des situations de détresse. Et donc, ils estiment que dans certaines situations, il faut y procéder. Mais c'est un sujet différent de savoir si c'est ou non retirer une vie. On peut considérer qu'il faut le faire dans certaines situations de détresse. Ça n'empêche pas le fait que c'est retirer une vie à naître. Quand vous voyez une photo d'échographie, et maintenant on en voit beaucoup, des photos d'échographie qui sont précises, on voit très bien que c'est un être vivant, c'est un être vivant qui bouge, un être en gestation. Donc, le médecin, il a parfaitement le droit de penser cela, d'autant plus que ça correspond très largement à une réalité. Et là, ce qu'on voit dans cette émission, c'est qu'on est dans une démarche de la part de Quotidien extrêmement militante, qui vise en fait à mettre en cause la liberté d'opinion, la liberté d'avoir une opinion différente de la liberté de l'opinion des gens qui font Quotidien, et on vise derrière cela à faire bouger la loi pour remettre en cause la liberté de conscience des médecins qui peuvent effectivement choisir de pratiquer certains actes plutôt que d'autres. Il y a aussi des médecins, pardon si la comparaison peut choquer, il y a des médecins ou des chirurgiens qui feront pas de la chirurgie esthétique parce qu'ils considèrent que c'est pas ça le cœur de leur métier. Il y en a d'autres qui peuvent considérer que le cœur de leur métier, surtout si vous êtes gynécologue, c'est plutôt de donner la vie que de la retirer. C'est quand même des opinions qui méritent d'être respectées. En fait, la stratégie de Quotidien, c'est d'agir pour faire changer la loi. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'action de propagande. Et alors, agir... Quand je parle de médias de propagande, nous avons là affaire à un média de propagande puisqu'il veut faire changer la loi, en l'occurrence, supprimer la liberté de conscience des médecins. Ils sont donc dans une démarche politique, ils ne sont pas dans une démarche
informatif. Alors, Jean-Yves, vous m'avez devancé, parce que justement, changer la loi, vous allez voir la conclusion de ce sujet. Et la loi va continuer à le protéger, parce qu'on a demandé à Marlène Schiappa si la clause de conscience allait être supprimée ou pouvait l'être, et elle nous a répondu que ce n'était pas du tout d'actualité. Simplement, je crois qu'indépendamment du fond du sujet, qui touche, c'est vrai, beaucoup de gens, parce que les courants féministes sont attachés à ce qu'ils considèrent comme une liberté, parce que les courants catholiques considèrent que c'est une atteinte gravissime à la vie. Bon, mais indépendamment de cela, ce que nous avons voulu dire dans cette partie-là de cette émission, c'est l'action médiatique au service de visées idéologiques et politique. C'est pas de l'information, c'est de la propagande, c'est de l'action de lobbying. Et alors justement, parce que ce médecin a osé sortir du sérail, a osé dire qu'il n'était pas d'accord avec une espèce de doxa médiatique, eh bien le lendemain, il se fait taper dessus par l'AFP notamment, avec cette reprise d'une dépêche par le Figaro. Le chef de file des gynécos compare l'IVG à un homicide. L'information qui va être reprise dans de nombreux journaux, Le Monde Santé, Buzyn et Schiappa critiquent les propos anti-IVG du président d'un syndicat de gynécologues. Et enfin, France Info, vidéo, le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens refuse de pratiquer des IVG. Son organisation se désolidarise de ses propos. En tout cas, je pense qu'il va avoir... J'ai peur même qu'il ait du mal. J'ai peur qu'il ait du mal. Parti avec votre conclusion. Non, pas du tout. Je pense qu'il va avoir du mal à être réélu comme président de son syndicat, en tout cas une prochaine fois, parce que, en tout cas, avec une cabale médiatique aussi importante, eh bien, je pense que ça va être. Alors, je prends pas position là-dessus. Il faudrait que les associations, quelles qu'elles soient, elles cessent de céder aux cabales médiatiques. Voilà. Ce dont ce pays a besoin, c'est de gens qui résistent. Ce dont ce pays a besoin, c'est de gens qui résistent aux cabales médiatiques. Et les gens qui résistent aux cabales médiatiques, qu'ils soient dans les associations, dans les partis politiques, y compris d'ailleurs dans les médias, il faut apprendre à c'est quand même pas les gens de quotidien qui vont dicter la loi, non? Barthès ne va pas dicter la loi, les consciences aux Français. Quelle horreur! Jean-Yves, passons au tweet de la semaine. Bon, dans les tweets, vous avez déjà parlé de la nouvelle librairie qui a ouvert 11 rue de Médicis dans le quartier du Luxembourg et qui est une librairie qui s'affiche de droite décomplexée, où on va pouvoir trouver beaucoup de livres, pas tous parce qu'on peut jamais tout trouver, mais beaucoup de livres, et qui a été dénoncée dans un article de l'Express. Il y a un petit flic de la pensée qui a dit « Mais attention, il y a des livres qui sont pas très convenables dans cette librairie, ça va sûrement pas plaire aux antifas et ils vont avoir un problème avec leur vitrine. » C'est quasiment, de la part de l'Express, une invitation
à Fahrenheit 451, à brûler des livres, à briser la vitrine d'une librairie. Eh bien, c'est une raison, pour ceux qui sont à Paris en tout cas, d'aller y faire leurs courses, d'aller y trouver de bons livres, parce qu'il ne faut pas se contenter de regarder la télévision, ni même nos émissions, il faut aussi lire. Alors, allez à la nouvelle librairie, 11 rue Médicis. Le CSA, M. Schrammeck, alors M. Schrammeck du CSA, vous savez, le CSA, Comité socialiste de censure audiovisuelle, plutôt que Conseil supérieur de l'audiovisuel, le problème du CSA, c'est que maintenant, tout peut passer indépendamment des attributions des ondes hertziennes. Donc il est en train de perdre son pouvoir, et donc comme il perd son pouvoir, eh bien, il veut étendre son pouvoir de police à tout ce qui circule, y compris sur Internet. Je rappelle que M. Schrammeck n'est pas du tout une personnalité neutre, c'est un militant socialiste, c'est l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin. Eh bien, il revendique un pouvoir de police de pensée supplémentaire pour le CSA. Il y a un tweet sur un livre pour enfants, alors, comment on fait les bébés, et qui montre un homme noir et une femme blanche. Alors c'est assez intéressant de constater que dans la majorité des livres, des publicités, des illustrations sur les couples mixtes, selon l'origine raciale, dans 80 ou 90%, l'homme est noir et la femme est blanche. Voilà. C'est une forme d'appropriation culturelle, en quelque sorte, si je puis parler de culturel, à sens unique. C'est tout de même assez intéressant parce que, au fond, il y a un racisme implicite dans ce choix quasi systématique de l'homme noir et de la femme blanche quand on représente ces situations de mixité sexuelle. Voilà. Zemmour commence sa campagne avec un nouveau livre. Il a été invité par Calvi et ça a suscité l'ire de M. Apathy qui dit « Mais pourquoi on lui donne la parole? Pourquoi on en parle ?» C'est un sujet parce que Zemmour fait des livres qui intéressent, voilà, qui disent des choses souvent politiquement incorrectes. On reviendra peut-être d'ailleurs la semaine prochaine sur l'accueil du livre de Zemmour dans les médias, avec plutôt de bons articles en presse écrite et un peu de rafalage dans les médias audiovisuels. Mais enfin, on aura probablement matière à traiter le sujet la semaine prochaine. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie, procès Méric, l'émotion contre les faits. Cinq ans après, l'affaire Méric revient sur le devant de la scène avec le procès des accusés. Dans la presse, eh bien, on a pu dégager quelques petites tendances, et des tendances notamment à l'émotion. Je vais prendre un exemple, Libération, Agnès Méric. Agnès Méric, c'est la mère de Clément Méric. Ce qui importe, c'est de se laisser envahir par la vie de Clément. Elle était riche. Avec ce paragraphe, notamment, on a été admiratif de Clément, de son courage. Clément Méric, ce petit garçon à la gueule d'ange, Clément Méric qui est mort pour son combat, Clément Méric, ce martyr de la vie politique, c'est un peu les thèses qu'on arrive encore 5 ans après à retrouver. Dans l'Obs, on a encore procès de la mort de Clément Méric, 2 mères, 2 mondes, ce face-à-face des 2 mères en fait, la mère de Clément Méric, la mère d'Esteban Morillo. Et là, le face-à-face est très gênant dans l'entête. L'une est prof de droit et raconte avec les mots justes son fils Antifa, tué en 2013 par des skinheads. L'autre est mère au foyer et ne les a pas pour décrire son fils, un des principaux accusés. Alors cet article et beaucoup d'autres est assez intéressant parce que il analyse le procès en termes de classe sociale. Il y a d'un côté la classe bourgeoise, avec Méric, avec ses parents profs, avec le proviseur qui vient dire que c'était un bon élève, avec la magistrature qui est aussi de la même classe sociale et je serais tenté de dire de la même caste idéologique. C'est-à-dire, il y a une bourgeoisie de gauche et en face, il y a un petit prolétariat blanc d'origine immigrée d'ailleurs, puisque Esteban était d'origine espagnole. Enfin, c'est une immigration européenne, évidemment, c'est très, très différent. Et donc, au fond, il y a
les gentils bourgeois de gauche et les méchants prolos d'extrême droite, alors que la rencontre a été inopinée entre un groupe d'extrême gauche et un groupe, oui, on peut dire d'extrême droite, oui. Voilà. Mais pour les médias, il y a les bons bourgeois d'un côté et les vilains prolos de l'autre. Et il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. En tout cas, c'est cet aveu terrible de Marie Vinton, qui va dire, dans un paragraphe de cet article, on se demande ce qu'il aurait été si c'était l'autre, Esteban Morillo, qui avait été frappé. Aurait-on titré « Mort pour ses idées » dans les journaux? Aurait-on brandi son portrait géant en noir et blanc dans les manifestations? Sans doute pas. Il y a des idées plus défendables que d'autres. Eh bien oui, il y a le camp du bien d'un côté, il y a le camp du mal de l'autre. Voilà. Et ça tombe bien, le camp du bien, c'est le camp des riches et des bourgeois, donc tout va bien. Du grand Askolovitch dans Vanity Fair, avec Destin croisé, Clément Méric, connaît-on un jour ses enfants? Eh bien, Askolovitch va faire le parallèle entre le destin de ses mères, le destin de Madame Méric et le destin de Madame Bernanos. Madame Bernanos, vous vous souvenez, c'est la mère de ce jeune qui avait non seulement tapé un policier, mais aussi incendié une voiture de police. Dans l'entête de cet article, on retrouve ce mot qui, pour moi, avait disparu du traitement médiatique, mais Askolovitch l'a remis. Le fils de Méric est mort, assassiné par un néo-nazi. Alors, assassiné, ça suppose la préméditation, alors qu'évidemment, dans ce cas, il n'y a pas de préméditation, il y a une rencontre de hasard qui a tourné de manière malheureuse, mais il n'y a absolument aucune préméditation d'aucune sorte. Et donc, c'est vraiment un mensonge terrible que de dire cela. Le mot exact serait homicide, pour le moins involontaire. Homicide involontaire, oui, voilà. Ayant donné la mort sans intention de la donner. Et alors, Clément Méric se martyre pour ses idées, en tout cas, c'est ce que France Inter nous laisse paraître. Clément Méric, 18 ans, mort pour ses idées. Et dans Mediapart, eh bien, ce procès est insupportable. Ce procès est insupportable parce que les avocats vont tenter de dire qu'en tout cas, il y a des responsabilités qui sont partagées pour le moins. Et Mediapart, qui titre d'accuser les skinheads du procès Méric, cherche à se faire passer pour des victimes. Alors, je crois que dans ce procès, toute la stratégie médiatique a été de jouer sur l'émotion, d'insister sur la présentation émotionnelle de Méric et la présentation diabolisée d'Esteban et de ses amis. Il y a eu une demi-journée concernant les tatouages qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont pu changer, comme si c'était un procès du tatouage. Tout ça est extrêmement gênant, en fait. Quelle est la stratégie du système médiatique dans ces affaires? C'est de remplacer l'analyse des faits par l'émotion. Parce que l'analyse des faits, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la rencontre était une rencontre de hasard, que les agresseurs, qui étaient d'ailleurs les plus nombreux, étaient les garçons d'extrême gauche, que Esteban a répondu à une agression par un coup, sans doute un coup violent, parce que c'était un type fort, et qu'il n'y avait pas, ça c'est le point essentiel, si j'ose dire, qu'il n'y avait pas de point américain, ce qui pouvait changer la donne. Donc les faits, ils montrent que c'est un malheur qui est arrivé, mais qui n'avait aucun caractère intentionnel. Et donc pour étouffer les faits, eh bien les médias ont beaucoup donné dans l'émotion. Et alors, comment fabrique-t-on un néo-nazi? Comment fabrique-t-on un nazi? On le fabrique notamment, Jean-Yves, vous en avez parlé, par les tatouages. Et quel était ce tatouage, en tout cas néo-nazi? Eh bien, c'était ce tatouage famille, travail, famille, patrie. Oui, alors, encore une fois, ça aussi, c'est de la désinformation totale. Travail, famille, patrie, ça a été la devise de Vichy, qui n'était pas un régime nazi. D'ailleurs, alors,
c'est un sujet sur lequel Zemmour intervient longuement dans son dernier livre et est intervenu chez Calvi. Faut pas raconter n'importe quoi. Alors on peut trouver que le slogan de Pétain, c'est discutable, tout ça c'est vrai. Mais bien sûr qu'on peut discuter ça, mais dire que c'est un slogan nazi, c'est un mensonge, de même que dire que la mort de Méric, c'est un assassinat, c'est un mensonge. Il faut avoir un minimum de respect par rapport aux faits. Bien Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Je vais vous demander si, comme d'habitude, vous avez un coup de chapeau à faire. Oui, j'ai un coup de chapeau. J'en ai déjà donné beaucoup, mais c'est toujours mérité. J'ai un coup de chapeau à Conflit, qui vient de publier un excellent numéro sur la montée de la puissance chinoise. La Chine, c'est évidemment un continent, c'est une civilisation, c'est une puissance économique, c'est aussi une puissance militaire importante. La marine chinoise se développe beaucoup et va rivaliser probablement avec la marine américaine. La Chine a fait des manœuvres importantes avec la Russie. Il est évident que la puissance chinoise, c'est un sujet d'intérêt, et comme toujours avec Conflit, c'est extrêmement bien documenté et en même temps agréable à lire. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Et bien, comme d'habitude, je vais vous inciter à relayer cette émission sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Alors, justement, certains internautes m'ont suggéré aussi de relayer sur VK. Alors, si vous êtes sur VK, n'hésitez pas à partager cette émission sur VK. C'est le réseau social, le Facebook russe. Et puis, comme d'habitude, continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Je vais un petit peu en rajouter par rapport à ce que vous avez dit. À partir du moment où nous ne sommes plus sur YouTube, il faut compenser le manque de viralité par les relais les plus divers et les plus nombreux. Et ça, nous avons besoin de vous pour cela.